Très bien. Mais écoutez, bon après-midi à tous pour réamorcer nos débats après une matinée auquel vous avez sans doute participé, à la fois philosophique, économique, lié aussi à la géopolitique avec le général de Villiers, un échange extrêmement dense. Et on va repartir dans une après-midi dense avec comme premier intervenant Roger Paul Droit, philosophe, écrivain, chroniqueur dans la presse. On ne le présente pas, c'est un nom qu'on voit régulièrement sur des papiers. Et donc, merci d'avoir accepté de venir démarrer l'après-midi avec nous sur cette question qui occupe notre journée, innovation et progrès, cette tension sémantique, on l'évoquait ce matin, cette tension aussi qui n'est pas vécue de la même manière, vous l'évoquerez selon les registres, selon les cultures, selon les périodes de l'histoire. On l'a un peu vu ce matin également sur cette tension dans l'histoire. Quand on s'est rencontrés, on a évoqué le cas particulier des technologies, des GAFAM, dont aujourd'hui on confond peut-être un peu trop vite qu'ils contribuent au progrès. Ce qui est sûr, c'est qu'ils participent de l'innovation, mais est-ce que pour autant cette accélération technologique, numérique, est un risque, une chance, ou comment, le cas échéant, la canaliser de telle manière à ce qu'elle apporte ce que les inventions ou ce qu'un certain nombre d'innovations ont pu amener au progrès, à la qualité de vie, à la science en général. Donc voilà, une entrée en matière en début d'après-midi qui va être dense. Encore un grand merci et je vous laisse la parole pour un petit peu moins d'une heure. Merci, bonjour à vous tous. Et je tiens d'abord à remercier très vivement Monsieur le maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, et les organisateurs de ces rencontres des Sablons de m'avoir convié à vous dire quelques mots aujourd'hui. Alors, bien sûr, l'œil du philosophe n'est pas celui du sociologue, du technicien, du politicien, du géopoliticien, ni d'autres spécialistes qui portent sur l'innovation et sur le progrès des regards distincts. Et je pense que cela, vous allez vous en rendre compte à mesure, mais déjà tout de suite. Parce que j'aimerais parler d'une manière un peu décalée, un peu décentrée, en partant d'une petite phrase. Une petite phrase qui parle du neuf, de l'innovation, de la nouveauté, et qui pourtant a pratiquement 25 siècles. C'est une phrase de Platon, dans le Timée, ce livre qui porte sur à la fois l'édification du monde, sur la nature physique et la texture même de l'univers. Et c'est un livre qui a été extrêmement influent, puisque jusqu'à la Renaissance au moins s'étendent l'ensemble de ses lectures, de ses interprétations et de ses conséquences. Et la phrase qui m'intéresse, la voici. Vous autres Grecs, vous êtes toujours des enfants. On traduit cette phrase-là habituellement ainsi. Vous êtes toujours des enfants. Mais c'est une traduction un peu trompeuse, parce que quand on regarde le grec, et j'en ai pour mon bonheur ou mon malheur fait toute ma vie, quand on regarde le grec, le mot qui est utilisé là par Platon, ça n'est pas païs, païdos, au génitif, qui dit l'enfant et que vous retrouvez dans beaucoup de termes français, depuis pédagogie ou pédopornographie. Païs, païdos, c'est l'enfant. Mais là, le terme est différent. Ce qui est écrit, c'est néoi. Les Grecs sont toujours néoi. Ça veut dire neuf, nouveau, inédit. Et bien sûr, ce mot peut désigner les enfants qui sont toujours neufs par rapport à la génération précédente. Mais dans ce texte de Platon, qui parle? Qui dit que les Grecs sont des neufs, des enfants, des amis en quelque sorte de la nouveauté? Aucun lien entre eux et la nouveauté s'est noué et demeure. Eh bien, celui qui parle ainsi, c'est un prêtre égyptien, en tout cas présenté comme tel. Et c'est même dans le texte, l'un des plus vieux d'entre eux. Et l'on sait que ce peuple lui-même est très antique. Et donc, il y a une sorte de creusement de l'espace temporel, puisque ce vieux prêtre d'un vieux peuple explique comment, d'âge en âge, des catastrophes viennent détruire de façon répétée
le savoir des Grecs, brûle ce qui a été acquis, noie sans laisser trace ce qui a été édifié ou connu. Les gens de ce pays d'eau et de montagne, les Grecs, seraient donc à l'opposé des Égyptiens qui vivent dans la sécheresse et la conservation des traces, des hommes sans héritage, sans tradition conservée ni transmise, des hommes en quelque sorte d'innovation perpétuelle par obligation de recommencement. Et cette description que donne Platon dans le Timée de la situation grecque du philosophe, elle est prise elle-même dans une très curieuse suite de récits emboîtés. Platon est censé rapporter les paroles de Socrate, qui lui-même rapporte celles de Critias, qui lui-même rapporte le récit du vieux Solon, celui qui a instauré les lois de la Grèce, au temps de sa propre jeunesse, et qui aurait entendu ce vieil Égyptien dire qu'un Grec n'est jamais vieux. Alors, la particularité des Grecs, pour Platon comme pour Aristote, c'est de réinventer de manière cyclique la philosophie, les savoirs, les connaissances, après des effacements cataclysmiques ou des déclins en pente douce. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu commencer par ce détail antique? Parce qu'il peut permettre d'attirer votre attention sur une première version de la double face de l'innovation. Ce qui est nouveau peut être valorisé ou dévalorisé. Et sur ce plan, nous avons affaire en Occident et en Asie à des systèmes de représentation qui se révèlent au cours de l'histoire diamétralement opposés. De Platon à nos jours, l'Occident valorise le neuf. Ce qui est nouveau est régulièrement considéré comme meilleur, plus intéressant que ce qui est ancien. À tel point qu'un penseur ou un artiste, un créateur, même quand il reprend des modèles anciens, se doit de faire croire qu'il fait du neuf. Créer, ce serait introduire une rupture, faire émerger une singularité dans le cours des choses, introduire toujours forcément de l'inédit. Et nous sommes tellement habitués, nous autres enfants de tout cela, tellement habitués à cette valorisation qu'elle nous paraît aller de soi. Or, ce n'est pas du tout le cas dans les pensées traditionnelles de l'Inde ou de la Chine, où ce qui est nouveau, traditionnellement au moins, est suspect. Ce qui est ancien est seul digne de confiance. À tel point que tout philosophe, penseur ou créateur indien, par exemple, ne proclamera jamais qu'il fait quoi que ce soit de nouveau, même si c'est le cas. Même s'il rompt avec l'ordre ancien, même s'il invente effectivement de l'inédit, alors il s'ingéniera à affirmer que son idée était déjà présente dans la tradition, déjà inscrite dans les Védas, si c'est un Indien, déjà contenue dans les enseignements antérieurs de Confucius ou de Laozi, si c'est un Chinois. Autrement dit, pour résumer très simplement, on pourrait dire que l'occidental, qui ne fait que répéter, veut faire croire qu'il innove, alors que l'asiatique, qui innove, veut faire croire qu'il répète. Et il y a là une opposition des représentations sur laquelle je voulais attirer votre attention parce que justement, la plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas. Et elle peut nourrir cette opposition, nos réflexions, parce qu'elle alerte sur des attitudes culturelles profondes qui perdurent en sous-main plus qu'on ne pense. Alors bien sûr, dans la réalité mondiale de 2026, les lignes se sont interpénétrées depuis longtemps. Le culte du nouveau se pratique en Inde, en Chine ou au Japon, et de manière symétrique et inverse, la valorisation de l'immémorial et de l'originaire se rencontre aussi en Occident. Il n'en reste pas moins que ces deux attitudes, cette double face, innovation valorisée ou innovation décriée, dévalorisée, déniée,
cette double face peut se décliner sur plusieurs registres, notamment politiques ou sociaux. On peut mettre l'accent sur les ruptures, les révolutions, le surgissement de discours et de pratiques inédits, ou au contraire, privilégier les traditions, la transmission, la pérennité des patrimoines, la conservation, autant que faire se peut, d'un ordre supposé immuable. Et si l'on a en tête ces deux attitudes, l'une qui privilégie innovation et rupture, qui encourage et valorise le changement, l'ouverture à l'histoire, aux aventures, aux révolutions, et l'autre qui freine des cas de fer, face aux déséquilibres, aux mutations, et qui n'a en tête que de perpétuer, de fixer, de préserver les équilibres existants, eh bien, en ayant cela en tête, on s'aperçoit que ces deux figures, ces deux attitudes, se retrouvent à peu près partout et qu'elles s'opposent sur quantité de sujets de génération en génération. Pardonnez-moi. Voilà une première double face. Et ce n'est pas la seule, nous allons en apercevoir quelques autres. En effet, en donnant pour titre à cette intervention la double face de l'innovation, je n'ai pas voulu me borner à opposer deux versants uniques et statiques. J'ai voulu au contraire montrer que la question de l'innovation, elle possède plusieurs registres d'application et de compréhension, mais que chacun de ces registres est lui-même traversé de tensions, de points de suspens et d'incertitudes. En outre, il faut penser chacune de ces doubles faces que je vais rapidement examiner dans sa dynamique. Si je prends celle que je viens de mettre en lumière, entre innovation valorisée ou non, nous constatons qu'à chaque fois, nous sommes pris dans des processus complexes d'interférence entre les deux versants qu'on peut envisager. Et pas seulement du fait de la mondialisation, de l'interpénétration des cultures, mais parce que nous sommes aujourd'hui nous-mêmes partagés avec la grande rupture annoncée du tsunami de l'intelligence artificielle entre espoir et crainte, entre discours confiants et description d'apocalypse. Et c'est dans cet éclairage que je souhaite poursuivre. Parce qu'à l'évidence, nous vivons un temps ambigu, un temps à double face où l'innovation ressemble au vieux Janus des Romains. Vous savez, cette tête à deux profils opposés et regardant chacun, l'un dans des directions différentes, l'un vers le passé, l'autre vers l'avenir. Mais Janus, qui symbolise aussi l'année qui vient, c'est de là que vient notre mois de janvier, la bascule d'une année sur l'autre, où on regarde vers l'ancien millésime, mais aussi on voit avancer le nouveau. Ce Janus des Romains, il ignorait notre tourment d'aujourd'hui, qui est de ne plus parvenir à discerner de quoi l'avenir va être fait, et d'osciller entre espoir et crainte. Espoir d'un monde nouveau, d'un progrès rendu possible par la révolution de l'intelligence artificielle, la crainte aussi d'un univers déshumanisé, contrôlé, manipulé, qui est également une possibilité ouverte par l'intelligence artificielle. Et dans ce paysage incertain, où alternent et où s'opposent discours optimistes et même enthousiastes, et discours catastrophistes, voire apocalyptiques, je voudrais souligner tout de suite la nécessité d'une certaine forme de distance, je dirais même de défiance, envers ces positions extrêmes qui sont finalement les unes comme les autres, de l'ordre de la croyance ou même du fantasme. Tout simplement parce que nous ne savons pas. Et il faut oser dire « je ne sais pas ». Nous sommes dans l'expectative. Et je crois que pour boucher ce trou qui s'ouvre devant nous, pour colmater cette incertitude, nous nous racontons des histoires sur ce qui va advenir, en oubliant malheureusement plusieurs choses. D'abord, en oubliant qu'une partie importante de ce futur proche dépend de nous, de nos choix, de nos responsabilités.
Ce ne sont pas seulement les machines, les serveurs, les agents conversationnels qui décident, mais aussi, encore, s'ils le veulent, les humains. Chacun de nous individuellement, et puis nous, ensemble et collectivement. Mais à une condition, refuser justement de basculer dans un seul des pôles, celui du paradis et du progrès jugé ou rêvé inéluctable, et celui de l'enfer assuré, de la catastrophe, elle aussi inéluctable. Je crois indispensable de maintenir en tension ces doubles faces. Et maintenant, et c'est pourquoi je propose d'avancer en explorant quelques autres faces du double versant de l'innovation. La plus simple, la plus immédiate de ces doubles faces concerne la force ou la faiblesse d'une innovation. Face à l'apparition d'une technique nouvelle ou même d'une méthode inédite ou encore d'un procédé inconnu auparavant, on doit aussitôt, me semble-t-il, se poser la question de leur degré réel de nouveauté. Question difficile, évidemment, à juger, mais aussi se poser la question de l'ampleur de leurs répercussions. Alors, ce sont deux questions liées l'une à l'autre, mais cependant pas identiques. Le degré de complexité, c'est évidemment difficile à déterminer, parce qu'il n'y a jamais aucun surgissement qui soit une innovation absolument radicale. Elle s'inscrit toujours, plus ou moins, dans la continuité de ce qui précède. La rupture qu'elle introduit, le plus souvent, ça n'est qu'un remaniement, une recombinaison d'éléments qui préexistent. Et puis, il faudrait arriver à préciser un peu mieux des termes qu'on emploie l'un pour l'autre: innovation, invention, révolution. On a, je crois, un peu tort de les confondre, et il faut évidemment les distinguer. Et il y a un monde entre la petite amélioration technique, c'est une innovation d'avoir mis des roulettes aux valises. Ça a changé beaucoup de choses dans les vies et les transports. Et c'est cependant rien qu'un détail. Mais il y a un monde entre ces petites innovations et puis l'émergence du monde numérique, l'explosion actuelle des agents conversationnels. Alors, on peut proposer de réserver la notion d'invention aux nouveautés techniques, scientifiques ou conceptuelles qui introduisent effectivement des ruptures importantes dans un secteur du savoir ou un secteur de l'industrie. Innovation, il y a toute une dialectique entre l'invention et l'innovation. L'invention peut avoir seulement avec retard un effet d'innovation dans la société, dans la pratique, dans les vies quotidiennes, individuelles ou collectives. Et l'innovation peut avoir finalement l'apparence d'une sorte d'acclimatation sociale, si l'on peut dire, des inventions. Comment leurs conséquences passent progressivement à travers toute une série de filtres, qui peuvent être des filtres évidemment industriels, sociaux, mais aussi des filtres politiques et des décisions collectives, pour que ce qui finalement a été inventé par tel ou tel scientifique, savant ou ingénieur, infiltre et diffuse dans la société. Un seul exemple, entre l'invention de la machine à vapeur et puis l'ensemble des transformations sociales, géographiques, économiques liées à l'innovation en ce sens, c'est-à-dire l'innervation dans le social, qu'a été la civilisation des chemins de fer, ou l'arrivée, la temporalité n'est plus exactement la même, et le registre de réalité concerné est différent. De la même manière, l'innovation de la machine à laver a changé dans l'emploi du temps des femmes par, comment dirais-je, au fil du temps, beaucoup de choses. Et si l'on envisage cette double face, invention-innovation cette fois, alors il faut bien constater que les nouveaux pouvoirs de l'intelligence artificielle nous confrontent aujourd'hui à la question de leur
innovation au sens de leur socialisation, de leur inclusion progressive dans les interactions sociales. Et c'est là justement que nous sommes face à la fois à des incertitudes et à des interrogations sur le progrès lié à cette nouvelle donne. Ce mot de progrès, je ne l'avais pas encore prononcé parce qu'il exige, je crois, d'être utilisé avec quelques précautions. Tout progrès est relatif à une échelle de valeur. C'est un mieux, évidemment, c'est toujours un mieux par définition, mais dont la proclamation dépend de la grille que l'on va poser sur les faits. L'existence de l'aviation, c'est un progrès du point de vue des touristes, du point de vue des hommes d'affaires, et c'est une régression du point de vue des écologistes radicaux. Est-ce que Daesh, le djihadiste ou les mollahs considèrent comme des progrès est aux antipodes de ce que les héritiers des Lumières désignent sous ce terme. Et si je parle des Lumières, auxquelles j'aimerais bien me rattacher, c'est que la représentation du progrès, le progrès avec un grand P, avec une majuscule, c'est justement au XVIIIe siècle que cela est apparu et s'est perfectionné. Et ce qu'on doit au siècle des Lumières, celui des philosophes, de Diderot, de d'Alembert, de Voltaire, de Montesquieu, de l'Encyclopédie et de la Révolution française, c'est cette idée que tous les progrès marcheraient main dans la main. Pas forcément au même rythme, pas forcément de façon mécanique ou rigide, mais que tous les progrès constitueraient ou pourraient constituer un processus unique. C'est ça qu'on a dénommé le progrès avec un grand P. L'idée que l'amélioration des connaissances, la conquête de nouveaux savoirs et de nouveaux pouvoirs permettait d'accroître le confort, les transports, la santé, mais aussi les libertés, mais encore l'instruction publique, et puis la moralité, bref, la civilisation. La croyance que, en l'existence de ce progrès avec majuscule, reposait sur cette conviction. Tout était lié. Plus de science et plus de technique, plus de diffusion des connaissances et plus d'innovation, eh bien, c'était la garantie que les humains devenaient à mesure plus instruits, moins barbares, plus civilisés, plus respectueux d'autrui et finalement, d'une certaine manière, plus heureux et plus humains. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne dit pas autre chose. Et toutes les utopies du XIXe siècle et les conquêtes politiques et les avancées scientifiques et techniques de ce siècle-là l'ont répété ou rêvé sur tous les tons. Or, cette idée du progrès majuscule, si j'ose dire, elle s'est fracassée au XXe siècle. 2 guerres mondiales, des millions de morts, les massacres du Goulag, ceux de la Shoah, Hiroshima, tout cela a démantelé la foi laïque envers le progrès. On a compris avec la bombe atomique que la science et la technique pouvaient produire des armes de destruction massive. On a constaté avec le Goulag que les rêves d'émancipation et de liberté pouvaient engendrer des camps de la mort et des régimes inhumains. On a vu que la plus haute culture européenne, philosophique, poétique, musicale, scientifique, celle du peuple allemand, ne protège pas de l'aveuglement ni de la barbarie. Alors, il ne reste évidemment plus que des progrès locaux, dans tel ou tel registre de l'existence ou de la société. Des progrès particuliers, isolés, des améliorations régionales, mais plus de processus d'ensemble. Et d'ailleurs, ce n'est même plus si simple que cela. Car nous ne vivons pas seulement dans le sillage de l'explosion du progrès avec grand P, qui a fait exploser cette vieille idée qu'il était possible de construire une civilisation unitaire, une régulation universelle. En fait,
nous vivons déjà un grand pas au-delà, car la fin du XXe siècle et le premier quart de notre siècle sont allés bien plus loin dans la défiance et dans la crainte, dans la perplexité et dans la fin de l'espoir. Avec la découverte des menaces sur la biodiversité, le réchauffement climatique, l'anthropocène, l'extension du principe de précaution, certains ont fini par se persuader que la science était une menace, l'expansion une erreur, la croissance un suicide. Dès lors, il n'y a plus de place, évidemment, pour l'idée de progrès global, mais il n'y a pas non plus de place dans ce contexte ou dans cette lumière-là, lumière noire, il n'y a plus non plus de place pour le progrès local, régional, partiel, circonstancié. Et on va insister de tous les côtés, ou de nombreux côtés, sur la face noire, le sans-issue, la mort annoncée, assurée, l'agonie. Alors bien sûr, on peut retrouver ici le rôle important des croyances, des fantasmes qui prospèrent sur fond d'ignorance et d'angoisse. Et on pourrait choisir d'en rire, de se dire que l'humanité s'est déjà tant de fois raconté son naufrage qu'elle en a vu d'autres et qu'elle survivra sans peine au discours d'Apocalypse. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'il suffise de s'en tenir à cette proclamation de confiance, et mieux vaut tenter de comprendre ce qui se passe et surtout de chercher à la voie ou les manières de résister à ce vent nihiliste et mortifère. Pour voir le paysage sous un autre angle, il me semble qu'il est nécessaire de s'interroger sur la notion de limite et sur les changements d'attitude qu'elle a engendrés. Innovation limitée ou innovation illimitée? Voilà une autre double face que je voudrais mettre en lumière à présent. Et cela demande quelques explications. Je vais les emprunter à un livre que Monique Atlan, ici présente, et moi-même avons co-signé, Le sens des limites. Ce livre est paru en 2021 aux éditions de l'Observatoire. Et notamment, nous y esquissons 3 attitudes qui, de l'Antiquité à nos jours, se sont succédées. Respecter les limites, les dépasser ou les effacer purement et simplement. La première attitude, elle englobe toute l'Antiquité et le Moyen-Âge, le respect. Les Grecs et les Romains respectaient les limites. Alors, respecter les limites, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne les transgressaient jamais, mais qu'ils les valorisaient, qu'ils s'en faisaient une haute idée. Ce que combattent les penseurs de l'Antiquité, c'est avant tout la démesure, ce qu'ils appellent hubris. Le penchant des humains à l'excès, au toujours plus, à l'absence de bornes et de modération dans les désirs comme dans les comportements. Tout le monde a des illustrations en tête, les excès de table, les festins interminables, les beuveries sans fin, les orgies insatiables, mais ce sont également, arrangés dans cette catégorie de l'hubris, l'emportement de la violence, qui se nourrit de sa propre exacerbation, la barbarie qui s'accroît sans cesse, le pouvoir qui tend à devenir absolu, tyrannique, inhumain. Voilà tout ce que regroupe hubris. Et contre cette démesure, pour les anciens, il était indispensable de bâtir un système d'équilibre. Des limites sont à construire, à définir, à mettre en œuvre pour que chacun parvienne à devenir meilleur, comme disait Socrate, à vivre mieux avec lui-même et avec les autres. Et dans ce paysage mental, les limites ne sont pas des carcans, ce ne sont pas des fardeaux, des contraintes qui oppriment. Au contraire, ce sont des instruments de libération. Les limites sont à conquérir, en quelque sorte, pour s'améliorer, comme si c'était des victoires à remporter sur, justement, la cruauté ou la sauvagerie. Et elles garantissent, ces limites, un comportement éthique, mais aussi une harmonie politique, comme elles structurent le monde physique. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'univers des anciens n'est pas infini.
Les Grecs, par exemple, pensent les étoiles accrochées au dôme du ciel, à peu près sur le modèle de ce plafond, ou en tout cas d'un planétarium. Et durant toute l'Antiquité, on appelait ce qu'on appelait les colonnes d'Hercule, notre détroit de Gibraltar aujourd'hui, était pensé par les gens du bassin méditerranéen comme la limite du monde. Il était inscrit sur les colonnes d'Hercule, en latin, nec plus ultra, ce qui signifie et pas au-delà, ne va pas plus loin, reste dans le monde des limites. Et avec les temps modernes, tout change. Il s'agit d'aller au-delà. Il s'agit d'explorer tout ce qui peut l'être, et donc, le mot d'ordre devient dépasser les limites au lieu de les respecter. C'est une rupture profonde avec le monde ancien. Un signe frappant, mais le jour où j'ai découvert ça, dans l'édition de la Nouvelle Atlantide du philosophe anglais Francis Bacon, qui est un des promoteurs finalement de l'esprit même de l'âge classique et de la science nouvelle, son manifeste de la science nouvelle s'ouvre sur un frontispice où l'on voit des caravelles qui voguent au-delà des colonnes d'Hercule, avec pour maxime plus ultra, plus loin, c'est-à-dire l'inverse exactement de la maxime antique qui était pas plus loin. Les causes de ce basculement, qui commence à la Renaissance et qui se produit et qui se poursuit jusqu'à nos jours pratiquement, c'est que les grandes explorations ont fait découvrir le continent américain, le Japon, la Chine, ce que tout le monde connaît. L'astronomie moderne est née avec Copernic, la physique mathématique avec Galilée, et toutes les disruptions de cette époque ont fait passer du monde clos à l'univers infini, pour reprendre le titre d'un ouvrage devenu classique de l'historien Alexandre Coiré. Et c'est alors, vous le savez tous, que se développe et que de plus en plus intensément le capitalisme, les systèmes bancaires, le commerce mondial, l'industrie, les connaissances scientifiques, les applications techniques. Et c'est le temps des innovations qui vont nourrir la conviction que le progrès, celui avec un grand P, existe. L'idée qui va devenir dominante est celle que l'expansion permanente, la conquête de nouveaux savoirs, de nouveaux pouvoirs, de nouveaux territoires, de nouveaux marchés, est sans fin. Dans tous les domaines, le dépassement des limites devient moteur. Plus vite, plus loin, plus fort. Les courses à la puissance, à la production s'intensifient et les limites sont partout à dépasser, même évidemment dans le domaine des mœurs ou dans celui de l'esthétique, où les progrès sont à chaque fois conçus comme un dépassement de bornes anciennes. Mais il faut le souligner, et le souligner très fortement, ce dépassement dans le progrès, ce dépassement suppose toujours que les limites existent. Il faut aller au-delà, mais il n'est pas question de supprimer les limites. Il faut justement qu'elles existent pour les dépasser, exactement comme un sportif, par exemple, bat un record, et le record devient la nouvelle limite à battre, mais il ne s'agit pas de les faire disparaître. Alors que la troisième et dernière attitude, celle qui veut effacer les limites, elle n'est apparue massivement que depuis la fin du XXe siècle. Et son projet est très singulier. Et finalement, c'est un projet inédit dans l'histoire humaine. Alors évidemment, il est impossible de fixer une date de naissance exacte à ce fantasme d'effacement total de toutes les limites. Mais malgré tout, pour illustrer son émergence, je crois que mai 68 serait finalement un bon point de repère. Il est interdit d'interdire. Ça efface toute contrainte, du moins apparemment, puisque bien évidemment, ça pose déjà une règle originaire. Mais vivre sans temps mort et jouir sans entrave, c'est aussi la mort des limites. Et évidemment, c'est un pur fantasme, je le répéterai volontiers. Mais ce fantasme a d'autres aspects, parce qu'il
effacer les limites, où il ne s'agit plus ni de les respecter, ni de les dépasser, mais de les gommer. Ce projet a pris aujourd'hui une extension nouvelle. Partout, en effet, s'est implantée, sous des formes évidemment différentes, l'idée qu'il serait souhaitable de gommer toutes les frontières. Et je ne parle pas de frontières politiques entre des États-nations, mais les limites qui séparaient autrefois, par exemple, les hommes et la nature, les machines et les humains, les genres. Au lieu de places assignées, supposées plus ou moins immuables, on rêve aujourd'hui de fusion, de fluidité sans limite, embrasser les arbres, écouter la terre, fusionner avec le grand tout, mais aussi hybrider cerveau et serveur, neurones et processeurs, ou bien décider de son identité d'instant en instant, en se délestant, dans l'imaginaire évidemment, de tous ces poids morts anciens que sont la chair, la finitude, le temps, la mort. Et ce fantasme d'une innovation sans limite, il habite, par exemple, le projet humaniste, transhumaniste, pardon. Et nous avons fait, Monique Atlan et moi, il y a une quinzaine d'années déjà, la première interview française de Ray Kurzweil, un des pères fondateurs du transhumanisme. Et j'aimerais vous donner un bref aperçu de ce personnage, mais aussi de ses propos, parce que ces propos illustrent bien l'effacement des limites et ce qui est encore au cœur aujourd'hui des rapports entre innovation et progrès. Le rêve sans limite du transhumanisme, c'est qu'une autre humanité serait pour bientôt. Une humanité définitivement débarrassée des maladies, de la vieillesse, de la mort, disposant de nouveaux pouvoirs sensoriels agrandis, de capacités cognitives décuplées, une espèce vraiment nouvelle, améliorée, débuggée, délivrée des décrépitudes de la chair, des hasards génétiques, des dégradations liées au temps, aux virus, aux agents pathogènes. Et la bonne nouvelle, alors voilà la bonne nouvelle qui remplace les vieux évangiles et les révélations anciennes, c'est que la vie éternelle n'est plus à attendre dans le lointain et l'au-delà. Elle serait présente, à portée de main si j'ose dire, par les effets des sciences et des techniques très prochainement. Cette vie nouvelle, on nous le répète, se trouve à portée d'algorithmes, de nanorobots, de fusion de nos organismes avec l'intelligence artificielle. Alors c'est pour quand? Bon, tout bientôt, quelques années sans doute. Les premiers pas sont déjà accomplis, nous disent tous ces discours. La convergence des recherches s'accélère, les résultats se potentialisent, les possibilités de calcul, de connaissance, d'invention et d'intervention voient le progrès s'intensifier de manière exponentielle. Et de plus en plus, le rythme s'accroît. En un mois, on accomplira bientôt ce qu'on mettait un siècle à réaliser. En un an, on avancera d'un millénaire. En 10 ans, imaginez donc. Et pourquoi donc faire une nouvelle humanité? Alors les réponses ne manquent pas. Celle qui existe est souffrante, malheureuse, dangereuse, imparfaite. Son histoire, en particulier au XXe siècle, montre suffisamment son échec et sa barbarie. Produit chaotique des hasards de l'évolution, l'humanité doit poursuivre sa route en s'améliorant, en s'épurant, en continuant d'innover pour rester fidèle à sa mission. Tels sont, en schématisant, les propos du transhumanisme, en tout cas le plus radical, les propos de Ray Kurzweil, qui finalement a été un des premiers concepteur de cette vision qu'il a longuement explorée et longuement exposée. Dans plusieurs livres, dès les années 1990, en publiant au MIT L'âge des machines intelligentes, en 1995 L'âge des machines spirituelles, quand les ordinateurs surpassent l'intelligence humaine. Il a publié surtout en 2005 La singularité approche et, il y a 2 ans, un nouveau livre pour montrer que la singularité, c'est-à-dire dans son langage, celle que dans le sens où les mathématiciens utilisent
ce terme de singularité, c'est celui où une courbe inverse la totalité de ses paramètres et tend vers l'infini. Et ces best-sellers ont fait de Ray Kurzweil, en quelque sorte, une icône, à la fois célèbre et pas toujours lue, mais parfois tout à fait influente. Et nous avons eu l'occasion, Monique et moi, de le rencontrer, de l'interroger en 2011 dans ses bureaux à Boston. Et nous menions à cette époque-là une enquête internationale sur les mutations de la représentation de l'humain engendrée par les nouvelles technologies. Et on parlait beaucoup du transhumanisme déjà aux États-Unis et pas encore tellement en Europe en ce temps-là. Et ce que nous avons constaté, si vous voulez, c'est comment Ray Kurzweil, qui a fait, comme ingénieur au départ, sa fortune dans les brevets liés aux interfaces homme-machine, c'est un des inventeurs des premiers logiciels de reconnaissance de caractère, de reconnaissance vocale, qui sont évidemment aujourd'hui des procédés omniprésents et qu'il a en partie inventé. Il s'est passionné très tôt pour l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire celle qui envisage effectivement d'élaborer un esprit entièrement synthétique. Et un de ses mentors, qui était le grand cognitiviste Marvin Minsky du MIT, auteur notamment de la Société de l'esprit, a travaillé à la fois bien sûr avec Kurzweil, mais a travaillé aussi sur des programmes militaires et des romans de science-fiction. Il y a une part de fiction qui infuse finalement dans toutes ces visions. Et Kurzweil a aussi été conseiller de l'armée américaine. Il a été le fondateur en 2008 avec Peter Thiel de la Singularity University et Peter Thiel, le créateur de PayPal, et il a été, à partir de 2012, conseiller de Google. Et quand nous l'avons interrogé, nous lui avons demandé justement ce qui, à ses yeux, définit l'humain. Si nous quittons nos corps un jour pour télécharger notre conscience sur un disque dur, alors effectivement, nous pourrions échapper à l'usure, à la douleur, à la mort, mais est-ce que nous serions encore des êtres humains? Eh bien, il nous a répondu ceci, je cite ses propos un peu longuement, mais pour vous montrer qu'il y a un rapport entre l'illimité, l'innovation et la question de savoir s'il s'agit d'un progrès. Je considère, nous a-t-il dit, que l'existence humaine ne dépend pas d'un corps biologique. La biologie elle-même n'est qu'un ensemble de nanomachines. Tous ces minuscules mécanismes dans le cerveau, dans nos cellules, dans la reproduction, sont à la base de nos pensées. Nous pouvons les modéliser sur ordinateur et comprendre que ce sont des machines complexes imbriquées les unes dans les autres. Quand je parle, dit-il, de fusion entre nous et les machines, les gens ont parfois des réactions négatives. Mais c'est parce qu'ils pensent aux machines que nous connaissons aujourd'hui, qui nous paraissent froides, pas aussi subtiles et complexes et tendres qu'un être humain. Pourtant, en fonction de la croissance exponentielle des technologies, les machines, nous aurions peut-être besoin de trouver un autre mot, dit-il, vont devenir aussi subtiles et souples que les êtres humains. C'est ça, la biologie de l'avenir. Et bien sûr, il n'exclut pas une part de risque. Le principal danger, dit-il, demeure une intelligence artificielle non amicale. On était en 2011 là. C'est réellement aujourd'hui le plus grand de tous les défis. On peut imaginer des solutions techniques pour sécuriser les autres domaines, mais c'est plus compliqué pour l'intelligence artificielle. Et en poursuivant la conversation avec lui, nous avons justement constaté combien il se faisait du pouvoir technique une vision pas seulement réaliste, mais je dirais même métaphysique et pourquoi pas mystique. Pour moi,
Et ce n'est pas le propos de Ray Kurzweil comme individu, évidemment. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se trame dans ce discours-là. Pour moi, le but de la vie est d'aller toujours au-delà des limites. Parmi toutes les espèces, ce que les êtres humains ont d'unique, c'est de transcender toutes les limitations. Nous ne restons pas rivés au sol ni bloqués sur cette planète, et nous ne restons pas non plus dans les limites de notre biologie. Cette évolution est aussi, je le crois, un processus spirituel. Et de proche en proche, vous voyez, il y a dans ce projet radical le rêve d'une sorte de spiritualisation générale du cosmos. Un peu à la Teilhard de Chardin, si on veut, mais un peu loin. C'est que toute la matière deviendrait pensante, le moindre grain de sable serait intelligent, et cet univers sublimé, transformé en gigantesque ordinateur quantique, évoque finalement tout autre chose qu'une simple amélioration des insuffisances organiques de l'espèce humaine. Il y a là quelque chose qui rejoint non seulement Teilhard de Chardin, mais des perspectives gnostiques tout à fait anciennes. En effet, dans les gnostiques des premiers siècles, je pense aux écrits de Valentin, par exemple, et à tous ceux que nous auraient révélés les manuscrits de Nag Hammadi, on retrouve les mêmes thèmes centraux. Transfiguration des corps humains, migration des âmes vers des organismes plus fiables, plus parfaits que les nôtres, disparition des maladies, vieillissement de la mort, disparition de la mort, et spiritualisation générale de la matière. Alors bien sûr, la différence entre les vieux mystiques gnostiques et puis les discours d'aujourd'hui, c'est que ce qu'on rêvait hier, eh bien, les transhumanistes nous disent nous allons le réaliser vraiment demain avec des machines et de la science. Je crois que cette affirmation peut se heurter évidemment à de fortes objections. D'abord parce que tout repose sur le modèle d'un cerveau computationnel, machine à calculer, alors que, comme l'ont montré des neuropsychologues comme Damasio ou bien le biologiste Jean-Didier Vincent, le cerveau n'est pas séparable de nos autres organes. Il n'est pas simplement calculateur. Mais ces objections ne feront pas renoncer les transhumanistes radicaux. Elles ne vont pas diminuer l'attention qu'ils suscitent. Parce qu'il ne s'agit pas, en fait, de raisons scientifiques, me semble-t-il, mais bien de fantasmes. Et le vrai clivage, il repose en fin de compte sur le crédit qu'on accorde ou non à la puissance des neurosciences. Si on admet que cette puissance est sans limite, alors on accordera de crédit, plus ou moins, à Ray Kurzweil et à ses héritiers. Et on conviendra que des mutations profondes nous attendent inéluctablement. On débattra seulement de ce qui convient de contrôler ou de limiter. Dans ce cas, la transformation prochaine de l'espèce humaine serait bien une innovation radicale qu'il faudrait veiller à ce qu'elle reste un progrès en évitant des catastrophes. Mais à l'opposé, on peut dire qu'il n'y a pas d'innovation du tout, qu'il y a dans ces discours des rêves, des illusions qui s'imaginent à tort sur le point de devenir réels. De même que les savants du Moyen-Âge et les philosophes discutaient à perte de vue du sexe des anges de manière tout à fait sérieuse, il se pourrait que nous soyons, sans le savoir, dans une situation semblable. Toutefois, il ne faut peut-être pas être si sceptique. Il ne faut peut-être pas être non plus si ironique. Et admettre que nous ne savons pas, du moins à ce jour, quelle part d'innovation réelle découlera de la recherche et des expériences à venir. Et surtout, il faut distinguer entre cette version radicale du transhumanisme, peut-être excessive, caricaturale, et que beaucoup ne partagent pas, et puis l'esprit qui les anime, les présupposés idéologiques qui s'y trament, l'illimité, l'effacement des contours, le déni de la finitude. Voilà ce qui s'est infiltré finalement aujourd'hui dans quantité de têtes, et même celles qui restent tout à fait sceptiques à propos
de l'émergence d'une humanité de zéro. En fait, ce qui s'estompe, c'est la conviction que notre responsabilité est décisive. Or, c'est toujours, et je terminerai là-dessus, sur notre responsabilité individuelle et collective que tout repose et que dépendent, c'est de cela que dépendent les usages de ce qui peut advenir. Or, ce qui domine aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. La passivité, l'indifférence, le repli sur soi. Et à ce propos, je signale que nous venons de publier, Monique Atlan et moi, la semaine dernière, aux éditions de l'Observatoire, un livre qui met l'accent non plus sur les machines, les réseaux sociaux, les fake news, les deepfakes, mais sur les mutations des mentalités des utilisateurs. Ce livre, intitulé La Grande Pagaille, est sous-titré Le vrai, le faux et notre indifférence. Et nous pourrons vous le dédicacer dans quelques instants. Mais si je vous en parle, ce n'est pas pour faire une page de publicité, c'est parce que cette thématique est en lien avec l'interrogation sur la double face de l'innovation. En effet, on pourrait se dire qu'il existe une phase technique de l'innovation, numérisation du monde, qui brouille les frontières entre vrai et faux, entre virtuel et réel. La fabrique de l'illusion en 3 clics pour un coût minime est aujourd'hui à la portée de tous. Mais ce qu'on oublie de demander, c'est pourquoi nous avons perdu l'appétit pour la vérité. Pourquoi nous négligeons son importance et son partage. Autrement dit, c'est la face humaine du processus qui n'est pas suffisamment prise en compte. Que nous arrive-t-il pour préférer nos goûts, nos émotions, nos fictions personnelles à la réalité objective, partagée et partageable? Et c'est cette question que nous avons voulu approfondir. Et j'indiquerai seulement que notre proposition finale consiste à reconsidérer la question de la vérité d'un point de vue moral, et pas simplement scientifique, factuel, logique. Parce que nous sommes convaincus que, quelles que soient les mutations techniques, il n'y a de progrès que si ces innovations sont utilisées pour renforcer les liens humains plutôt que pour les défaire. Alors sans doute y aurait-il 1000 autres choses à dire et bien des points que je n'ai pas mentionnés. Mais puisque le temps prévu est en train de se terminer, j'ai même déjà dépassé d'1 minute, et que je suis respectueux des horaires, je voudrais juste, comme dernier mot, parler de la double face, de la liaison et de la déliaison. C'est une très vieille idée. C'est une très vieille idée qu'on trouve déjà chez Empédocle et qu'on trouve encore chez Freud, qui parle d'éros et de thanatos, l'amour et la mort, pour désigner pulsion de vie et pulsion de mort. D'un côté, tout ce qui rassemble, unit, agrège, relie, construit, qui défend finalement la vie et qui la choisit en la renforçant. Mais de l'autre côté, tout ce qui désunit, désagrège, défait, sépare et accroît la déliaison, la destruction et la haine. À quelles conditions une innovation peut-elle être un progrès? La réponse peut être relativement courte et simple. Si elle est capable de renforcer la vie et non la mort. Alors, bien sûr, il est sans doute difficile de discerner d'emblée quels usages vont en ce sens. Mais il n'est pas difficile de garder ce critère en tête et de s'efforcer face à chaque situation concrète de chercher la réponse. Parce qu'il n'y a en fin de compte qu'un seul progrès qui vaille, celui qui permet d'être plus humain. Et la clé de ce progrès, c'est toujours une réflexion éthique. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. Je crois que nous devions arrêter à 15h20. Il est 23, pardon de ce dépassement. Et je vous remercie de votre attention.
Oui, vous pouvez me souhaiter bon anniversaire. Il y a quelques minutes de pause, c'est ça? Et nous allons dédicacer, Monique Atlan et moi, notre dernier livre à côté, si vous vous y intéressez. Merci beaucoup.